que ce que payent tous les Français en impôt sur le revenu. Alors il ne faudrait pas appeler ça l'impôt sur le revenu, il faudrait appeler ça la rente aux banquiers. Hein, ce serait un terme un petit peu plus exact, quoi. C'est la rente des banquiers, c'est-à-dire vos impôts sur le revenu, vous les versez directement aux banquiers, qui ont dorénavant, mais c'était un laboratoire, rassurez-vous, parce qu'on a fait encore mieux, en fait, parce que les gens, vous savez, quand nous a demandé de voter Maastricht, bon, rassurez-vous, tous, 100% de ceux qui ont voté, je parle des votants ordinaires, n'ont jamais lu le traité de Maastricht. Ils ne l'ont jamais lu. À l'époque, j'étais un jeune homme moyen, donc j'ai lu le traité de Maastricht. Je crois qu'à la deuxième page, j'avais mal à la tête. Ça commençait vraiment à... Et je me dis, mais je me suis dit, c'est plus compliqué qu'une création des CRL, leur histoire. C'est pas, on ne fabrique pas une Union européenne, on fabrique une SARL. Et à ce moment-là, personne n'avait réagi. Et dans le traité de Maastricht, il y avait à ce moment-là, remis au goût du jour, cette magnifique nouveauté qui avait été inaugurée par la France. Rappelez-vous, les Français, c'est toujours les cocus de l'histoire. Hein. Depuis la Révolution française, on est toujours cocus. Hein. Donc c'est nous qui avons eu droit à cette invention, hein, en 1973. Elle a été reprise au traité de Maastricht, c'est l'article 104. De toute façon, les collectivités locales, toutes les collectivités territoriales et les pays ne peuvent emprunter de l'argent qu'aux banques privées. Donc on a fait une banque centrale européenne, une espèce d'hybride qui en fait n'est là que pour surveiller la gestion des pays. Bref, donc vous étonnez pas, tous les pays seront de plus en plus endettés. C'est ce qu'on appelle la rente viagère des banquiers. Hein. Mais après, ça ne devait pas leur suffire sans doute, ces milliards, puisque en fait, quand il y a eu la crise bancaire due au subprime, c'est encore les États qui se sont endettés pour les renflouer. Ça ne suffisait pas. Et puis comme ça ne suffisait pas, même quand ils ont spéculé sur cette même dette souveraine de pays qui étaient endettés à cause de leur joyeuseté, eh bien, on a encore ajouté de l'argent aux pauvres. Et puis pour encore ajouter encore au ridicule de nos politiques, tout le monde sait très bien, à chaque réunion du G20 depuis des années, les Européens demandent à ce que soit quand même encadrée l'activité des hedge funds qui sont vraiment des fonds spéculatifs sur tout et n'importe quoi, et maintenant sur les dettes d'État, hein, parce qu'on on est au cœur de l'actualité, et qu'est-ce qu'on voit? Eh bien non, on ne fait rien, on rajoute 750 milliards encore une fois. Et on en rajoutera encore, on en rajoutera indéfiniment. Pourquoi? Je prends un pari avec tout le monde aujourd'hui. Moi, je parie, comme par hasard, que si les États, demain, font faillite, il va y avoir une solution providentielle. Vous aurez enfin une banque mondiale. Vous aurez une banque mondiale. Vous pouvez faire ce que vous voulez, ou vous aurez le chaos, ou vous aurez une banque mondiale. Parce que de toute façon, la ruine des particuliers, la ruine des États, ça rentre dans le postulat de Kissinger. Vous voulez contrôler le monde, eh bien il vous faut contrôler la monnaie du monde. Et ça, personne aujourd'hui ne peut dire que ça ne peut pas arriver. Quand j'ai commencé à l'expliquer sur Internet, parce que j'en avais assez de ne rien dire, et de voir les gens qui auraient dû monter au créneau, nos intellectuels, et on en a, qui voient très bien ce qui arrive. Mais il n'y en a pas beaucoup qui réagissent actuellement. Donc moi, je dis simplement, eh bien écoute, t'es là, on est tous là, je dis moi, je vous prends le pari qu'on aura ou une banque mondiale ou le chaos. Et vous aurez enfin un monde absolument merveilleux que le grand prophète Kissinger vous avait promis, un contrôle total de la nourriture, un contrôle total de l'énergie et un contrôle d'une monnaie mondiale. Par contre, je vous mets un autre défi. Qui aura le droit régalien dans cette banque mondiale? Eh bien, rassurez-vous, rien de neuf sous la planète. Au XVIIe siècle, personne n'a jamais su qui gouvernait la Banque d'Angleterre. Au début du XXe, personne n'a jamais su à qui appartenait la Fed. Vous ne saurez jamais qui sera à la tête de la Banque mondiale. On vous mettra
mettra un clown, et comme le ridicule ne tue pas, eh bien, figurez-vous que l'année dernière, devant un parterre de 50 journalistes, qui demandaient à Bernanke, il redemandait des comptes de sa gestion calamiteuse, de son action en faveur des banques. Il a osé dire qu'il avait renfloué les banquiers en se pinçant le nez. Non, mais c'est quand même extraordinaire, puisque de toute façon, c'est l'employé de ces mêmes banquiers. Et personne n'a tiqué. Pourquoi? Parce que de toute façon, les gens, c'est le entertainment. On ne leur demande pas de réfléchir. C'est pas le sujet. Mais quand l'employé d'un banquier, imaginez que vous allez demain à votre banque voir l'employé au guichet et que vous lui dites, vous savez, ce que vous faites sur mon compte, là, c'est pas clean, et que l'employé vous dit, ah oui, vous savez, ma banque, c'est une banque de merde, et je me pince le nez tellement ça pue dans cette baraque. Ben, je pense que vous réagirez ce jour-là. Eh bien, quand M. Bernanke dit devant un parterre d'experts et de journalistes qui se pincent le nez en renflouant ses employeurs, ben, personne n'a bougé. Absolument personne. Alors rassurez-vous, vous aurez une banque mondiale, vous ne saurez pas qui c'est qui sera à la tête de cette banque mondiale, mais de toute façon, vous savez, le jour où vous voudrez vous plaindre du banquier mondial, vous serez encore beaucoup plus loin que quand vous allez vous plaindre devant votre employé de banque, du Crédit Agricole ou de n'importe quelle banque, parce que cette banque mondiale, elle sera tellement loin de vous que vous ne saurez plus rien à ce moment-là. Grand secret à Genval, dans le Brabant wallon. Chaque année, le groupe Bilderberg se rassemble dans un pays différent pour discuter des grands problèmes internationaux. Des réunions depuis toujours entourées de mystères. À Genval, Grégory Willock et Denis Coquart ont pu apercevoir notamment la reine Béatrix des Pays-Bas. Est-ce que vous avez vu Bill Clinton? Non, non, non. La reine Béatrix? Je n'ai vu personne. Est-ce que c'est la voiture de Bill Clinton? Ah non, pas du tout. Non, non. Celle de la reine Béatrix? Non plus. C'est la voiture de qui? Non plus. C'est la voiture de M. Strauss-Kahn. Hein. Mais voilà, le chauffeur de la reine. C'est vous alors le chauffeur de la reine Béatrix? Non. Et pourtant, regardez qui est au volant de cette limousine, c'est bien notre homme. Il nous faudra patienter quelques minutes et voilà Béatrix, reine des Pays-Bas, en personne. C'est que cette réunion, ici à Genval, est secrète. Je dirais même plus, ultra secrète. Les personnages les plus importants de la planète autour d'une table pour évoquer les grands problèmes du monde, politique, finance, mondialisation ou élections américaines, tout est passé en revue. Les membres du groupe, baptisé groupe Bilderberg, s'engagent ensuite à user de leur influence pour faire respecter ce qui a été décidé. Mais ça, normalement, cela ne doit pas se savoir. Côté belge, c'est Étienne Davignon et Maurice Lippens qui sont présents. On sait que la reine Béatrix des Pays-Bas est là. Est-ce que Bill Clinton va venir? Je suis pas au courant, j'ai pas vu ces personnes-là. Good morning, Mr. Prime Minister. Bonjour, Monsieur le Premier ministre. Pouvez-vous nous dire qui sont vos collègues? Comment s'est passée cette réunion? Pas sûr qu'on soit censé faire beaucoup de commentaires, mais très bien. Très bien, c'était positif? On s'est engagé à ne rien dire. On sait que vous discutez des grands problèmes du monde, ça veut dire quoi en particulier? Est-ce qu'il y a des choses plus... Non, franchement, je peux pas. Bonne chance, quand même. Et Bill Clinton ne viendra finalement pas. Il s'est fait remplacer par Henry Kissinger. Présent en revanche, James Wolfenson, que l'on voit ici, le président de la Banque mondiale, Javier Solana, le représentant de la diplomatie européenne, les milliardaires Rockefeller et Soros, Giovanni Agnelli, le président de Fiat. Une réunion des personnalités les plus riches et les plus influentes au monde, tout cela à 2 pas de chez vous. Vous savez ce qui se passe? Non, pas exactement, je suppose, c'est le foot qui arrive. Euro 2000. Euro 2000, voilà, c'est ça. Comme quoi parfois, un secret peut être presque bien gardé.